On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des services de francisation qui prennent de plus en plus d'espace dans la région. C'est offert à l'école La Relance sur le boulevard du Séminaire, mais via le centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Il y a aussi un point de service du côté de Marieville. Entre autres, il y a beaucoup d'immigrants qui utilisent ces services de francisation. Mais d'abord, parlons du retour du marché de Noël d'antan sur 2 fins de semaine, mais changement de lieu. Ça sera cette année à la place publique du Vieux-Saint-Jean. Bonne nouvelle, avec la pandémie, évidemment, il y a eu une pause du marché de Noël. Là, il revient modifié, même déménagé à la place publique du Vieux-Saint-Jean. Donc, quand même, des changements importants. Pour en discuter, on reçoit Sophie Latour, chef de division développement commercial, services aux entreprises à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Bon, je le disais, avec la pandémie, malheureusement, l'événement n'a pas eu lieu. Ça devenait un peu compliqué. Dans les années passées, c'était soit les marchands eux-mêmes qui l'opéraient ou encore la société de développement. Là, cette année, c'est vraiment la ville qui prend charge de l'organisation. Pourquoi? Bien, avec les 2 années de pandémie, on s'entend que repartir toutes les activités événementielles, autant la programmation estivale que Mon Vieux-Saint-Jean la nuit, c'était presque repartir des événements à zéro. Là. Pas à zéro, on s'entend, là, mais quand même, ouais. Là, il y avait un redémarrage complet. Fait que la charge était bien lourde aussi pour nos organismes, dont la Société de développement. Fait que c'est certain, pour s'assurer qu'il y ait une continuité, la Ville, on a décidé de faire un effort additionnel, tout en faisant des partenariats avec les organismes, bien entendu. Notre volonté est surtout pas de faire ça dans l'avenir, mais c'était pour s'assurer d'avoir un calendrier complet pour une année post-COVID, là, vraiment. Là, c'était notre intention. Donc, on a leur collaboration, on collabore, mais on le pilote un petit peu plus. On a toujours été là avec le service des loisirs, notre équipe à moi au développement économique, mais là, on pilote un petit peu plus là, cette année, de manière exceptionnelle, je dois dire. Là. On a longtemps été habitués à ce que le marché de Noël soit à même le lieu où il y a le marché public à côté du musée. Il y a des infrastructures, puis même dans le cas du marché de Noël, on installait comme un peu des panneaux avec des systèmes de chauffage pour que ça soit acceptable pour les clients, mais en même temps pour ceux qui tiennent les kiosques. Là, j'ai été pas surpris. Bon, l'idée est intéressante en soi. Là, on déménage ça de la place du marché là-bas à la place publique. Pourquoi? Bien, je ne sais pas si vous êtes passé récemment ou près du musée, du marché public. On a des travaux à faire. Alors, on doit remplacer les colonnes, la nouvelle, l'espèce de paroi, là, le toit, là, devrais-je dire. Bien, les colonnes doivent être remplacées. Alors, il y a des espèces de poteaux de soutènement. Des étais. Alors, fait que c'est certain que ça limitait l'espace. On devait réinvestir de façon importante sur les cloisons, justement, qui étaient quand même vieillottes. Il faut penser que cette année, c'est la 12e édition. 14, si on avait tenu, on en serait à la 14e édition s'il y avait eu outre les 2 années pandémiques, là, mais on est à la 12e édition. Fait que ça existe depuis le début, ces panneaux-là. Ça a beau avoir été, on devait là, réinvestir de façon importante. Puis avec le plan de relance économique, on a cette volonté-là. Alors, pour l'an prochain, là, on va revenir avec une formule renouvelée et compte tenu des travaux puis des soutènements qu'il y a aux poutres du toit, bien, c'était une opportunité d'aller essayer un site. On s'est souvent questionné avec nos partenaires sur le lieu le plus intéressant pour tenir le marché de Noël. Alors, il faut le voir comme une opportunité. Quand il arrive des fois des situations, bien là, on s'est dit, bien, c'est pour un renouveau. Fait qu'il va y avoir une belle petite 24 commerçants, bien, entrepreneurs, artisans, producteurs qui seront sur place dans une formule un petit peu quand même intéressante, renouvelée et très différente. Là. Mais à la limite, c'est un lieu auquel les gens pourraient prendre goût aussi. S'en viennent enlever au musée. Il reste que sur le bord de l'eau, ça a aussi une autre couleur. Bien, on est tout près de la trame commerciale. Fait que c'est certain qu'on veut exploiter ça davantage. Et surtout, cette année, il y a la parade du Père Noël aussi, le 3. Fait qu'on dirait que la conjoncture était là pour tenter l'expérience, saisir cette opportunité-là en 2022. Là. Bon, quand j'ai appris que ça s'en allait à la place publique, je me suis dit, bien oui, effectivement, c'est un beau lieu à exploiter. Par contre, le vent a un peu plus d'emprise. On est sur le bord de l'eau. Donc, quelles seront les installations physiques?
je sais que ça se fait ailleurs, là, avec des cabanes. Puis bon, donc, comment l'infrastructure physique sera-t-elle déployée? Bien, cette année, comme on est un peu en test, là, ça va être des petits chapiteaux. Compte tenu, OK. effectivement, du vent, de la neige aussi, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Là, on a déjà vu cette semaine, la semaine dernière, on a tous été un petit peu surpris. Là. Alors, ça va être 6 petits chapiteaux qui vont accueillir l'ensemble des 24 entreprises qui vont être présentes. Plus, il y aura des conteneurs, un conteneur pour... On va avoir aussi un marché de commerçants du Vieux-Saint-Jean, c'est-à-dire tous des produits qui vont être en exposition pour faire valoir l'offre commerciale, la refaire découvrir. Il y en a qui la connaissent. Les marchés de Noël, dans le fond, l'achalandage est différent aussi. Fait qu'on veut que ça soit une vitrine vraiment des commerçants qui vont exposer des produits, là, puis après ça, qu'une équipe va être là pour les orienter vers le reste des commerçants. Fait que ça va être vraiment une expérience, on la souhaite encore plus complète, là. Bon. Pourquoi 24? Qui a fait le choix final de ces commerçants? Parce qu'il devait y avoir plusieurs inscrits, j'imagine? Oui, bien, c'est certain qu'on a commencé ça à la fin de l'été. Alors, bien, on avait des contraintes d'espace. Fait qu'on a travaillé, puis après ça, c'est une sélection pour avoir une diversité et en fonction des disponibilités, parce qu'il y a des entreprises qui font plusieurs. Fait que les dates qu'on a déterminées avec la parade du Père Noël, on voulait vraiment que ça soit le démarrage le 3 décembre. Alors, toutes ces contraintes-là ont fait que finalement, on arrive avec 24 et notre site va être à capacité maximale, là. Allez-vous avoir aussi des camions de rue, donc des food trucks? Il va y avoir sur place, il va y avoir ça va être les plaisirs raffinés, qui est à secteur Iberville, qui va être là, qui va offrir de la nourriture. Mais sinon, on a déjà une belle offre de restauration rapide, café dans le Vieux-Saint-Jean, là. Alors, ça, on va orienter, mais sur place, il va y avoir aussi une petite zone, un aire de repos où il va être possible de prendre un chocolat chaud, une boisson, une bière, il va y avoir un producteur de bière locale. Donc, ça va être, on veut vraiment une expérience, là, de Noël d'antan, là, un peu réconfortant après les années de pandémie. On veut vraiment là, un retour là, aux traditions. C'est vraiment l'orientation puis la thématique qui a été développée. Quand je vois la liste des 24, bon, je vois de l'ail, tricot, foulard, savonnerie, tarte, muffins, miel, des alcools, accessoires pour bébés, pour animaux, des fruits secs, des confitures, des fromages, des bougies artisanales, décorations, laine d'alpaga, bijoux, plats cuisinés pour emporter, produits gourmands, microbrasserie. Donc, je fais le tour rapidement, mais donc ça donne un peu l'idée de ce qu'on va avoir. C'est quand même 4 jours, donc les week-ends du 3-4 et du 10-11 décembre, à la place publique, les heures d'ouverture? 10h à 17h. Dans le cas des 4 journées? Pour les 4 journées. Bien entendu, la journée du 3, il n'y a pas de programmation particulière puisque c'est déjà le défilé avec l'arrivée du Père Noël. Et il y a un spectacle aussi en après-midi sur le même site. Et pour les autres journées, il y a une programmation particulière avec, bien entendu, le Père Noël qui va être là à tous les jours, le 4, le 10 et le 11. Alors, l'information se retrouve toute sur le site Internet de la Ville, là, dans la section, si vous allez sur le site de la Ville à sjsr.ca, vous pouvez taper Marché de Noël dans l'onglet de recherche ou dans la section Eau en émotion. Il y a une section Marché de Noël avec les groupes qui vont être là pour les compteurs. Ouais. Il va y avoir aussi de la danse. Fait que je pense que ça va être ça va être une excellente animation. C'est ça. Il y a un volet animation au-delà de la présence du Père Noël lui-même, de chorale, spectacle de danse et compagnie. Donc, il y aura cette ambiance-là également. Oui, exactement. Bon. Qu'est-ce qui reste à faire d'ici le premier jour, dans le fond, le 3 décembre? Est-ce que tout est prêt? À quel moment on commence à s'installer? C'est quoi les défis que vous avez? Bien, on commence à s'installer le matin même. Les chapiteaux vont être installés dans les jours précédents. Bien entendu, le site va être monté, décoré, parce qu'on veut créer, comme je disais, là, une ambiance de marché d'antan, vraiment traditionnelle. Alors, le site va être aménagé. Il y a quand même les aménagements aussi qui sont réalisés avec la Société de développement, les aménagements hivernaux qui vont être implantés, le marché de Noël, la parade du Père Noël et les jours précédents. Et le samedi matin, directement, à compter là, de 7 heures, là, les exposants vont arriver pour l'ouverture à 10 heures.
qui va peut-être débuter un peu plus tôt avec la parade, Ouais. là, surtout. Donc, on veut que le site soit fin prêt à ce niveau-là. Puis, entre les deux, c'est certain que si les gens arrivent plus tôt, il y a les vitrines de Noël aussi qui sont aménagées dans le Ouais. Vieux-Saint-Jean. Fait qu'on veut que les gens, on veut vraiment là, que l'ambiance festive du temps des fêtes soit exceptionnelle dans notre Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, bien entendu. Là. Bon, question un peu technique, mais à même les chapiteaux, est-ce qu'il y a des sources de chaleur un peu? Oui. Oui, chacun des chapiteaux là, va être doté là, de chaufferettes pour assurer un certain... C'est certain Confort, ouais. confort, On exactement, s'entend, parce qu'on ouais. est... C'est un marché de Noël, c'est à l'extérieur. C'est ce qui nous permet de vivre l'expérience là, de Noël. Alors, il va y avoir pour du confort, de la signalisation aussi, pour vraiment là, profiter au maximum de cette expérience-là qu'on recherche là, pour le temps des fêtes. OK. Qu'est-ce qui va ressortir de cette expérience-là? Parce que là, on va essayer ça cette année, dans cette formule-là, mais qu'est-ce qu'on a le goût d'essayer ou de tester? Qu'est-ce qu'on va regarder en prévision de l'an prochain? Bien, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, la Ville s'est dotée d'un plan de relance du Vieux-Saint-Jean et le marché de Noël et le marché public aussi font partie là, des projets sur lesquels on veut miser. Ouais. Alors, on a une enveloppe budgétaire aussi dédiée. Alors, comment on va vraiment se doter d'infrastructures pour le marché de Noël 2023. Donc, Ouais. sur la base de l'expérience passée, là, qui sont aux abords du marché public, alors, par rapport à l'expérience cette année, on va vraiment regarder nos retombées, l'impact sur notre communauté d'affaires, autant les exposants au marché que les commerçants sur rue qui ont pignon sur rue à l'année. Là. Ça forme un tout. Alors, on va tout évaluer ça pour vraiment revenir avec une formule sur laquelle on veut vraiment miser pour l'avenir après. Bon, là, les travaux sont pas mal terminés pour cette saison dans le centre-ville. Bien là, on a des travaux à l'intersection Champlain. Donc, la rue Champlain, intersection Champlain et Saint-Charles, est actuellement fermée pour les prochaines semaines pour finaliser. Bon, il y a les bordures de granit. On ne faisait pas des travaux sur l'ensemble de la rue Champlain, mais l'intersection de Saint-Charles-Champlain était faite. Alors, les bordures de granit et ensuite le pavé, tout ça. Donc, ça devrait finir là, pour la mi-décembre. Alors, il y a ces travaux-là. Puis après ça, cette zone-là, va être en grande partie réalisée. Il y a quand même des aménagements qui seront refaits dans la place publique, à la place publique, mais on parle plus pour 2024. Là. Bon, parce que quand même, l'intersection majeure qui était Saint-Charles et Richelieu, elle, ça, c'est terminé. C'est terminé. Tout ce qui circule devant le cinéma Capitole jusqu'à l'embouchure de la Trinquette, là, tout ça est dégagé quand même, nonobstant le fait qu'il y a des travaux. Oui, mais les commerçants sont accessibles. L'élément, c'est qu'on est actuellement on arrive sur un cul-de-sac là, dans la section où on retrouve le stationnement P4 là, qu'on appelle à l'arrière du Dorchester, tout ça, pour accéder au commerce Bloom, les petites Bonnevilles, tout ça. Il y a des salons de coiffure. Alors, c'est tout accessible. C'est que ça devient cul-de-sac, finalement, là, pour encore quelques semaines. À noter aussi que pour le samedi 3 décembre, il y aura quelques fermetures de rue occasionnées par le défilé qui va partir du Vieux-Saint-Jean, mais qui va aller aussi... l'inverse. L'inverse, exactement. L'inverse, partir du Vieux-Iberville pour aller vers le Vieux-Saint-Jean. Donc ça, c'est samedi le 3, parce qu'ultimement, le Père Noël va débarquer donc au marché va s'installer pour les 4... Pour les 4 journées en question. Les petits-enfants, là, la marmaille va pouvoir venir rencontrer le Père Noël, là, qui arrive avec tous ses chars allégoriques. Là. Donc, c'est le retour du marché de Noël. Marché de Noël d'antan, les week-ends du 3, 4 et 10-11 décembre de 10 à 17 heures. Mais attention, c'est à la place publique du Vieux-Saint-Jean. 24 kiosques, de l'ambiance, la présence du Père Noël, entre autres avec le défilé du 3 décembre en question. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
Voilà un sujet fort intéressant dans un contexte où on parle d'immigration, on parle de pénurie de main-d'œuvre, mais souvent, ce qui s'accompagne à ces sujets-là, c'est la francisation. Et ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, avec évidemment le Centre de services scolaires des Hautes-Rivières et via l'école La Relance, on offre des services de francisation et c'est très intéressant de savoir que ça se passe chez nous et de savoir comment ça se passe. Notre invitée pour en parler s'appelle Joanie Giroux. Elle est agente de liaison à l'école La Relance. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Il y a quand même beaucoup d'élèves qui bénéficient de ces services-là. Pourtant, je suis profondément convaincu que les gens qui nous regardent vont apprendre que ça existe sur notre territoire et de voir également l'importance de ces services-là. Ça ressemble à quoi? Bien, on parle à peu près près d'une centaine d'élèves en francisation exclusivement qu'on a à la Relance à Saint-Jean, Georges Faneuf, en face du McDo. Donc, c'est vraiment des élèves qui arrivent soit en alphabétisation, donc des élèves qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école dans leur pays d'origine. Puis là, ils viennent apprendre les rudiments de l'alphabet, par exemple, les chiffres. Sinon, bien, on part au niveau 1, puis on peut monter là, beaucoup plus loin jusqu'à niveau 7, 8 et ainsi de suite, pour apprendre vraiment un français grammaire là, avec un bon parler et tout ça. De quelle façon vous arrive-t-il à l'école La Relance? Autrement dit, quelqu'un atterrit au Canada, au Québec, ultimement choisi comme destination la région ici. Il vous arrive comment? Ils s'inscrivent comment? On a plusieurs méthodes pour que les élèves soient référés à la Relance. On va avoir le MIFI, donc le ministère de l'Immigration, va nous en référer directement. On va avoir l'organisme L'Ancre aussi, qui est un gros partenaire là, pour ce qui a trait à la francisation, parce que lorsqu'ils arrivent dans leur service à eux, au quartier de l'emploi, bien, à ce moment-là, ils peuvent faire la transition vers nous là, pour la francisation, ce petit bout-là. On a des monsieur, madame qui viennent directement nous voir, nous. Puis, on en a aussi, là, avec des Ukrainiens, par exemple, qui sont arrivés, c'est les familles d'accueil. Les familles d'accueil vont venir nous voir, vont faire les recherches Internet et nous trouver. Sinon, ça peut être vraiment différents milieux. Les milieux de travail aussi peuvent nous en référer. Est-ce que je me trompe ou ces services-là sont pas très connus de la population en général? Mais moi, je savais qu'il y en avait dans la région, mais je ne savais pas que c'était organisé et que c'était aussi important. C'est vrai que c'est méconnu parce que ça fait pas longtemps que c'est aussi gros non plus. Okay. C'était pas un service que ça fait plusieurs années qu'on offre à la Relance, mais là, il y a vraiment toute sa place. C'est un de nos plus gros services, voire le plus gros là, à la Relance. Donc, ça aussi, parce que par le nombre d'enseignants aussi, tout ça. Donc, l'équipe d'enseignants est vraiment dévouée, dédiée, l'ensemble des enseignants, mais il y a une approche différente. De quelle façon on les évalue? Parce qu'ils sont probablement pas tous au même niveau. Premièrement, de scolarité à la base. Puis après ça, il y a le défi de la langue. Avoir plus ou moins de facilité. Bref, comment on les évalue? Bien, étant donné que ça demeure l'école, nous, c'est le ministère de l'Éducation qui, donc, sont à l'école. C'est vraiment de l'apprentissage. Lors de l'évaluation, la première journée, lors de l'inscription, on passe un test. Si on se voit qu'ils ne parlent pas du tout français, pas capables de nous dire leur nom, leur ville d'origine, par exemple, c'est assez simple. Mais moindrement, on va les classer de base. Et c'est correct, il y a un début quelque part. Moindrement qui va parler un petit peu, qui va être capable de formuler des phrases, là, on a un enseignant qui est là pour évaluer l'élève. On a des questionnaires, on a des tests, parler, écrit, pour voir son niveau de français se situe où. Et là, par la suite, l'équipe va monter les groupes en conséquence des niveaux, sont séparés par niveau, pour faciliter l'apprentissage. Les cours vont durer quelques semaines et là, il y a un examen rendu là. Quelle est la différence entre la francisation et l'alphabétisation? C'est quoi la nuance? Bien, nous, on se plaît à l'appeler francisation pour ce qui est de l'alphabétisation, parce que ça va être beaucoup plus dans l'action que ça va se dérouler. Par exemple, aller prendre l'autobus, faire des recettes, faire vraiment des choses concrètes pour un quotidien avant d'apprendre, parce que faut pas les infantiliser, mais ça demeure d'apprendre les rudiments de base comme les lettres et les chiffres, mais ça reste des adultes. Donc, il faut faire attention. Fait que ça va être vraiment dans des choses concrètes et de l'enseignement en classe pour apprendre les pronoms, par exemple, les déterminants.
Comment les enseignants, les enseignantes s'y prennent-ils pour leur montrer le français? Je prends l'exemple, nous, quand on était jeunes, on apprenait l'anglais. Oui. On faisait de la traduction, dans le fond, parce que l'enseignant nous disait, bien, tel mot en français, il s'appelle ça en anglais. Oui. Là, on part avec des gens qui arrivent de plusieurs pays, puis évidemment, les enseignants, les enseignantes ne parlent pas toutes les langues du monde. Non. Des pictogrammes? Je veux dire, comment on fonctionne oui. pour dire que ça, c'est le mot en français, c'est ça, là? Ah, c'est magnifique de les voir aller parce qu'ils ont plein d'outils. Il va y avoir des capsules, il va y avoir des jeux. Ça se passe beaucoup par le jeu, par, oui, un enseignement magistral qui va être fait, mais des activités, des choses très tangibles. Ils ont des cahiers, veulent pas aussi. Comme nous, on apprenait, ils ont des cahiers. Ils peuvent faire des mises en situation. On essaie beaucoup de les faire s'intégrer aussi à un quotidien. Donc, c'est plus facile aussi de l'apprendre. Ouais. Là. Et le cours, il peut durer combien de temps ou combien d'heures avant qu'une personne soit, disons, fonctionnelle en français pour aller sur le marché du travail? Oui. Ça dépend de chaque personne et de son rythme d'apprentissage, bien entendu, comme toute personne. C'est sûr que le ministère nous émet un certain nombre d'heures normales en principe. C'est pas normal de le dépasser. Des fois, on peut avoir des... C'est pas parce qu'on prend l'avion que notre dyslexie qu'on avait dans notre pays est partie. Donc, ça aussi, on va gérer ça. Mais normalement, à un rythme, on va apprendre, par exemple, là, c'est vraiment un exemple, mais le niveau 1, ça va être une 50aine d'heures, entre 50 et 100 heures. Donc, mais on avance comme ça. Ça se fait vraiment doucement, puis on évolue. La personne qui va débuter niveau 1 pour se rendre à un niveau 7, bien, plus ça avance, plus c'est... Ça va lui prendre 3 mois, 6 mois, 1 an? C'est... Environ 3 mois pour le niveau 1, mais par la suite, il y a plus d'heures par rapport. Chaque niveau a son nombre d'heures. C'est très difficile là, de vous donner un chiffre comme ça complet. Parlons de chiffres, parce que ça, c'est important. Oui. Vous avez actuellement 92 élèves de jour. De jour, oui. Vous en avez 56 le soir. Oui. Puis vous en avez à distance aussi là-dedans? On en a... En plus, on en a à distance également, puis on a une classe à Marieville aussi, dans notre relance à Marieville, Dr Poulain. Donc, oui, parce que de jour, ça va être les élèves qui vont vraiment être immersés. C'est du 5 jours semaine, 8h30 à 15h30. Donc, ils sont là pour être à l'école. Le soir, ça va être une clientèle beaucoup plus de travailleurs, par exemple. Donc, les gens qui vont travailler le jour et qui vont venir le soir, mardi, mercredi, jeudi. Ceux qui sont à distance? Ceux qui sont à distance, ça va être... c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un niveau de francisation quand même élevé parce que ça demeure qu'il faut qu'ils soient, somme toute, autonomes dans leur apprentissage. C'est pas donné à tout le monde. Ça répond à un besoin. C'est pas notre préféré parce qu'on sait que le succès avec un enseignant est plus grand. Et pourquoi y a-t-il aussi une classe à Marieville? Parce que Dr Poulain existe. On a Marieville qui est une relance en soi, un point de service complet, et on dessert les travailleurs et les habitants de Rouville. Ouais. Donc, de l'autre partie du territoire. De l'autre partie. C'est parti par des entreprises. C'est intéressant, la population augmente. Est-ce qu'on connaît la gradation de ce service-là? C'est-à-dire que là, cette année, quand on fait des calculs rapides, il y a quand même plus d'une centaine d'élèves, là, même presque 150 et plus, là. Il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y en avait moins. C'est nouveau qu'on en ait autant? Depuis l'année passée, ça l'a augmenté. Veux pas, Saint-Jean devient une ville d'accueil. Ouais. Le nombre d'immigrants augmente. Donc, c'est sûr que ça va devenir proportionnel. Les règles aussi pour faire les demandes de résidence permanente, de citoyenneté, ont changé. Donc, le français devient une obligation. Une obligation, donc, les gens... pour faire les demandes, doivent avoir Mais il y a 2-3 ans, on avait aussi ces services-là? Oui, on avait ces services-là. Mais il y avait beaucoup moins d'élèves, c'est ça? Il y avait moins d'élèves, c'était moins installé comme on est installé maintenant. Non, je pose cette question-là parce que, sans vouloir tomber sur le côté politique, bon, on vient de sortir d'une campagne électorale où on se questionnait sur le nombre d'immigrants. Puis, entre autres, le gouvernement qui a été réélu dit, bien, il faut avoir une capacité à franciser ces immigrants-là. Oui. Là, nous, ici, dans la région Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, est-ce qu'on est à pleine capacité? Est-ce qu'on a encore... Si parfois, l'année prochaine, vous en avez 50 de plus, êtes-vous capable de les accueillir? Donc, c'est sûr que ce volet-là, c'est ma direction qui s'occupe vraiment de tout ça, mais c'est sûr qu'il faut faire des classes. Parce que ça demeure à la base une école. Donc, oui, des fois, on va avoir il va peut-être avoir certaines
on n'appelle pas ça un délai d'attente, mais que le prochain groupe débute. Là. C'est une réalité. C'est pas une année scolaire. C'est pas vrai qu'on attend de septembre à septembre non plus. Là. À la relance, aux adultes en soi, on a la chance d'avoir des entrées plus continues. Donc, oui, ça demande de l'adaptation de notre côté, beaucoup de trouver plus de personnel. On a une pénurie de locaux. C'est une réalité. Une pénurie de tout, finalement. Il y a une pénurie de tout. Donc, mais les locaux demeurent un enjeu important parce qu'il faut les mettre quelque part. Pénurie de locaux, pénurie de main-d'œuvre, pénurie de logement, pénurie... Exactement. Donc, vous autres aussi, vous êtes pris un peu là-dedans. Là. Ouais. Exact. Oui, parce qu'on essaie de leur donner des bonnes conditions d'apprentissage. Bon, puis au travers de tout ça, vous avez aussi un aspect un volet d'activité ou quelque chose d'amical. Vous appelez ça le dîner des nations. Oui. Parce qu'il faut comprendre que dans tous vos élèves, ils représentent à peu près 30 pays différents. Oui. Puis là, vous souhaitez qu'il y ait comme un... Oui, bien, ça fait plusieurs années que le Dîner des Nations existe. Là, c'est comme un retour après pandémie aussi. C'est super important puis intéressant parce que nos centaines d'élèves quotidiens côtoient l'ensemble de la relance, mais de faire connaître c'est quoi la réalité, tout ça. Donc, c'est une trentaine de pays. Chaque pays cuisine leur spécialité. Donc, les élèves des corps, ils amènent des éléments typiques de leur pays. Ils peuvent même mettre les tenues traditionnelles quand c'est le temps. Puis, ils cuisinent pour tous les élèves, les membres du personnel. Les élèves peuvent aller manger de la nourriture brésilienne, afghane, qu'on ne mange pas là, sur une base régulière. Là. Très intéressant. Donc, sachez maintenant qu'ici, dans la région du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières, il existe des services de francisation, entre autres à la relance, là, sur le boulevard du Séminaire. Plus de 150 élèves qui représentent une trentaine de pays. Bref, fort intéressant. Puis j'ai l'impression que ça va se continuer dans les années à venir. C'est pas parti pour s'inverser, disons. Non. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. On vous rappelle qu'on est entré depuis le 1er novembre dernier dans la fenêtre d'interdiction du stationnement de nuit dans la rue. Cependant, vous le savez, depuis plusieurs années, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu vous permet quand même de vous stationner, mais vous devez vérifier s'il y a des opérations de déneigement, sans quoi, bien sûr, vous pouvez avoir une contravention. À demain. Bye-bye.